À 75 ans, André Rieu, le roi de la valse le plus aimé au monde, a enfin rompu le silence, connu pour son charme, son élégance et sa magie orchestrale. Rieu n'a jamais suscité la controverse, mais derrière les violons déchaînés et les ovations debout, la tension couvait depuis des décennies. Aujourd'hui, dans un moment de pure honnêteté, il s'était dénonce. 5 chanteurs, célèbres, célébrés et autrefois proches, qui ont franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais pardonner. Des exigences de diva aux trahisons silencieuses. Voici la vérité que Rieu a gardée secrète jusqu'à présent. Préparez-vous à découvrir une facette du maestro comme vous ne l'avez jamais vue. Car derrière l'arc, il y avait toujours une bataille. Katherine Jenkins, la chercheuse de lumière. En 2009, André Rieu se préparait pour l'un de ses concerts phares à Maastricht. Le décor était digne d'un rêve, des jeux de lumière grandioses. Son cher orchestre Johann Strauss accordant ses instruments, et l'énergie chaleureuse et pleine d'attente qui précède toujours un spectacle. Mais cette fois, une nouvelle invitée était présente, celle qui allait changer l'ambiance dès son arrivée, Katherine Jenkins. Déjà star du crossover classique et forte d'une solide base de fans au Royaume-Uni. Jenkins a été invitée à apporter une touche de fraîcheur à la performance de Rieu. Au début, c'était logique. Sa voix avait de la puissance, de la clarté et du charme. Mais ce que Rieu n'avait pas prévu, c'était la présence derrière cette voix. Une personnalité qui n'est pas simplement entrée dans la pièce, mais qui l'a prise en main. Dès le début, les choses ont semblé étranges. Jenkins aurait même formé sa propre équipe. Stylistes, conseillers lumière, et même son propre coach vocal. C'était inhabituel dans l'univers de Rieu. Ses spectacles étaient axés sur le travail d'équipe, sur la respiration de l'orchestre comme une seule unité. Jenkins, elle voulait être sous les projecteurs, littéralement. Elle a demandé des lumières plus vives pendant ses solos. Elle demandait plusieurs reprises pendant les répétitions si elle ne se sentait pas bien filmée. Et bien que l'orchestre ait été entraîné à travailler dans l'espace de chacun, Jenkins aurait insisté pour rester au centre de la scène. Même pendant les numéros avec l'ensemble complet, un technicien se souvient qu'elle voulait un teint doré sur son visage et un projecteur plus serré. André ne fait pas les choses ainsi. Le maestro lui-même était poli, mesuré, mais observateur. Il a confié plus tard, en privé, qu'elle recherchait davantage la lumière que l'harmonie. La tension n'a pas explosé, elle a simplement persisté. Les musiciens se sentaient mal à l'aise. Rieu, maître de l'équilibre et de l'ambiance, commença à sentir le rythme émotionnel du spectacle s'essouffler. Et ce qui devait être une collaboration de longue date tourna courte. Une tournée commune fut discrètement abandonnée. Le nom de Jenkins disparut des communiqués de presse et des affiches promotionnelles. Les fans commencèrent à se poser des questions. Pourquoi Catherine n'était-elle pas revenue? Y avait-il un problème? Mais il n'y eut aucune réponse publique, juste le silence. Et c'est ainsi qu'André Rieu travaille. Il n'a jamais exposé son linge sale en public. Pendant des années, il n'a rien dit, n'a jamais blâmé, n'a jamais démenti les rumeurs. Mais en coulisses, le message était clair. Ce n'était pas une question de talent, mais d'adéquation. Jenkins avait la voix, mais pas l'humilité. Et pour un homme comme Rieu, qui a bâti sa carrière sur la joie partagée, le respect mutuel et la grâce classique, cela comptait plus que la célébrité. Elle fut donc écartée des tournées futures. Pas sur liste noire, mais oubliée. Et lorsque Rieu s'est enfin confié à 75 ans sur les chanteurs qui l'avaient le plus déçu, le nom de Jenkins a été évoqué presque immédiatement. Non pas à cause d'une rupture dramatique, mais à cause d'une lente érosion de la confiance et de l'alchimie. Certaines voix sont belles, dit-il. Mais si elles ne parviennent pas à se fondre, elles détruisent tout. Cette décision discrète a résonné plus fort que n'importe quelle querelle. Sarah Brightman, The Crossover Conflict. L'invitation était audacieuse. André Rieu voulait faire quelque chose de différent. Faire découvrir la musique classique à un public plus jeune et plus large. C'est là qu'entre en scène Sarah Brightman, une soprano internationale qui a vendu des millions d'albums grâce à son mélange théâtral d'opéra et de pop. Sur le papier, c'était un duo parfait. Les deux artistes étaient connus pour leurs performances grandioses et leur capacité à repousser les limites musicales. Mais une fois les répétitions commencées, il est devenu évident qu'ils n'étaient pas en phase. Brightman est arrivée avec sa propre interprétation des classiques. Lorsqu'elle a suggéré une réinterprétation du Beau Danube bleu, joyau du répertoire de concert de Rieu, les sourcils se sont froncés. Sa version incluait un rythme moderne,
des superpositions électroniques et des visuels d'arrière-plan qui ressemblaient davantage à un concert pop qu'à une valse. L'orchestre a suivi les instructions, mais l'ambiance a changé. André, toujours soucieux d'élégance et de profondeur émotionnelle, serait resté assis en silence après la répétition. Ce n'était pas de la fusion, c'était de la dilution, a-t-il confié plus tard à un collègue. Pendant la représentation, le public était captivé, mais divisé. Les jeunes fans ont applaudi le remix. Les plus âgés étaient stupéfaits. Les critiques étaient mitigées. Certains l'ont qualifié d'innovant. D'autres ont affirmé que Rieu avait renoncé à ses racines musicales pour des raisons commerciales. Et le maestro? Il est resté silencieux. Il n'y eut pas de seconde invitation. En coulisses, le conflit n'était pas personnel, mais artistique. Rieu valorisait la tradition, la cohésion et le respect des classiques. Brightman, avec son sens dramatique et son instinct de mix-pop, représentait un monde différent. Son équipe lui a ensuite proposé d'autres collaborations, de nouveaux spectacles, des duos et même une tournée de fin d'année. Mais rien n'a abouti. C'était fini avant même d'avoir commencé. Quand Rieu y réfléchit plus tard, son ombre refit de surface rapidement, non pas par haine, mais par déception. Il y a une différence entre apporter du nouveau, disait-il, et réécrire ce qui n'a pas besoin d'être corrigé. Les conséquences furent discrètes. Mais Tales. Leur unique représentation est devenue un événement unique. Pas de retrouvailles, pas de tournée commune. Juste un bref, éblouissant et finalement source de division sous les projecteurs. Anna Netrebko, la soprano reine des classes. Lorsqu'Anna Netrebko a rejoint André Rieu pour une série de concerts exceptionnels en 2011, ce fut un moment de prestige. Netrebko était une figure emblématique de l'opéra. Sa technique était impeccable et sa réputation intouchable. Les fans étaient ravis de ce duo. Mais dès la première répétition, l'alchimie s'est refroidie. Netrebko chantait avec une perfection mécanique. Chaque note était placée avec précision, chaque phrase exécutée avec une maîtrise parfaite. Mais Rieu, toujours ce chef d'orchestre émotif, ressentait un manque. Elle chantait comme une machine, pas comme une âme, a-t-il confié à un ami en coulisses. Le public l'a également remarqué. Les applaudissements ont retenti, mais il ressemblait davantage à du respect qu'à de la joie. Les critiques ont noté que si la voix de Netrebko s'élevait, la connexion avec l'orchestre et le public était défaillante. La chaleur et l'intimité qui faisaient la renommée des concerts de Rieu manquaient cruellement. L'équipe de Netrebko a balayé tout problème. Ils ont mis cela sur le compte de différences artistiques, affirmant que sa voix parlait d'elle-même. Mais en privé, Rieu avait pris une décision. Il ne voulait pas de perfection sans cœur. Il voulait de la passion, de l'expression, du lien, le genre de musique qui fasse pleurer, pas seulement applaudir. Leur temps ensemble fut court. Après cette série de performances, Netrebko n'a plus jamais été invité. Pas de drame public, juste un nouvel adieu silencieux. Et des années plus tard, lorsque Rieu a enfin parlé des artistes qui l'avaient laissé de marbre, son nom a rapidement été évoqué. Non pas à cause du scandale, mais parce que, malgré sa brillante technique, sa présence créait une distance plutôt qu'une unité. Hayley Westenra, la protégée déchue. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'André Rieu la fit monter sur scène pour la première fois. Hayley Westenra, soprano néo-zélandaise à la voix douce, avait une voix d'ange et le charme qui allait avec. Rieu la prit sous son aile, la conseilla dès ses débuts et l'aida à forger son avenir d'étoile montante de la musique classique. Pendant un temps, ce fut une alliance parfaite. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. À mesure que sa renommée grandissait, ses exigences grandissaient aussi. À 20 ans, les choses ont commencé à changer. Les négociations contractuelles sont devenues tendues. Son management a insisté pour qu'elle soit présentée en solo, qu'elle gagne des cachets plus élevés et qu'elle ait plus de contrôle sur sa création. Rieu, qui la considérait autrefois comme une figure féminine, a commencé à se sentir marginalisée dans sa carrière naissante. Puis vint le point de rupture. Un concert caritatif pour l'UNICEF organisé par Rieu lui-même. Westenra se désista à la dernière minute. Aucune explication, aucune excuse, juste un message poli de son équipe. Pour Rieu, ce n'était pas seulement un manque de professionnalisme, c'était personnel. Elle a rompu plus qu'un contrat. Elle a trahi notre confiance, a-t-il déclaré plus tard. La déception a persisté. Il avait perçu en elle promesse, humilité et grâce, mais il les avait vues disparaître dans l'éclat de la célébrité. Après cela, il devint plus prudent. Il évita d'encadrer de jeunes solistes pendant des années. Westenra poursuivit sa carrière, mais ne se produisit plus jamais avec Rieu.
Leur histoire devint un avertissement sur la confiance, la loyauté et la rapidité avec laquelle les étoiles montantes peuvent s'éloigner de ceux qui ont cru en elles. Russell Watson, le ténor fuyant. Russell Watson est arrivé dans l'univers d'André Rieu avec une voix puissante et un surnom encore plus fort, le ténor du peuple. Il était bien connu en Grande-Bretagne, célébré pour sa capacité à concilier classique et pop avec une personnalité humble et pragmatique. Mais derrière son sourire chaleureux, quelque chose d'autre se tramait. La tournée commença plutôt bien. Watson s'est intégré aux répétitions, a joué ses notes et a joué son rôle. Mais les fuites ont commencé. Des articles ont fait surface dans les tabloïds sur des tensions en coulisses, des désaccords pendant les répétitions et des divergences créatives avec l'équipe de Rieu. Au début, Rieu a écarté la coïncidence. Mais le schéma est devenu trop précis pour être ignoré. Finalement, il a été révélé qu'un proche de Watson avait fourni des informations à la presse. Des faits inoffensifs au départ. À quelle heure commençaient les répétitions? Quelles chansons étaient testées? Et puis, les rumeurs ont commencé. Qui était mécontent? Qui avait été réprimandé? Quelles répétitions avaient été écourtées? Le cœur intime de l'opération de Rieu avait été dévoilé. Il souriait à la foule et murmurait à la press people. Rieu avoua plus tard, pour un chef qui considérait son orchestre comme une famille, c'était comme une trahison. La confiance a été rompue, non seulement avec Watson, mais aussi au sein de l'équipe. Après cette tournée, Rieu a immédiatement coupé les ponts. Pas de communiqué de presse, pas de retombées publiques. Le nom de Watson a été discrètement effacé des compositions futures. Des années plus tard, Rieu repensait à l'incident. Quand de la musique s'arrête, il ne reste plus que la confiance. Et une fois celle-ci terminée, il n'y a plus de rappel. Carlos Marín n'était pas seulement un chanteur, c'était un homme de spectacle. Voix puissante, Dill Diva. Il apportait drame, charisme et talent lyrique à chaque scène qu'il arpentait. Alors, quand André Rieu a décidé de collaborer avec le groupe pour une tournée européenne, les attentes étaient immenses. L'alliance de l'esprit d'opéra moderne d'Il Divo et du grand orchestre de valse de Rieu semblait un duo de rêve. Jusqu'au début des répétitions. Les problèmes n'ont pas commencé par des disputes. Ils ont commencé par une présence. Carlos était magnétique. Trop magnétique. Alors que le reste du groupe tentait de se fondre dans l'orchestre soigneusement composé de Rieu, Carlos se démarquait, pas seulement par son chant, mais aussi par son énergie. Il ajustait les tempos en cours de morceaux, réarrangeait subtilement les harmonies et, selon des sources proches du dossier, commençait à insister sur des solos prolongés qui ne faisaient pas partie du programme original. L'orchestre comprit bientôt qu'il ne s'agissait pas d'harmonie, mais de contrôle. C'est devenu le Carlos Show, se souvient un membre de l'équipe. Même la dynamique de groupe d'Il Divo a commencé à changer autour de lui. André, qui avait passé sa carrière à concilier ego et élégance, sentait la tension monter. Les performances devinrent plus difficiles à gérer. Le timing fut gâché. La synergie que Rieu avait construite avec tant de soin commença à se fissurer sous le poids du spectacle. Ce n'était pas le chaos, mais ce n'était plus aussi beau. Après seulement 3 représentations, la décision était prise, discrètement, sans faire de bruit. Rieu mit fin à la collaboration. Pas de communiqué de presse. Pas d'accusations, juste une séparation mutuelle qui raconte son histoire. Carlos Marín a continué à tourner avec Il Divo jusqu'à sa disparition tragique en 2021. Rieu, quant à lui, a retenu une leçon durable de cette expérience. Certains interprètes ne jouent pas avec vous, ils jouent par-dessus vous. Et cela, dans son monde, était rédhibitoire. Dès lors, André n'a plus jamais travaillé avec de grandes formations vocales. Ce n'était pas personnel. Il s'agissait de préserver l'équilibre qu'il avait construit. Ce genre d'équilibre impossible lorsqu'une seule voix tente de surpasser un orchestre entier. Andrea Bocelli, l'icône éclipsante. Lorsqu'André Rieu a invité Andrea Bocelli à co-diriger un concert exceptionnel en plein air, l'expérience a été celle d'un moment de perfection classique. 2 géants sur une même scène. L'un menant la valse, l'autre l'air. La presse a qualifié ce moment d'historique. Les fans ont afflué du monde entier. Mais en coulisses, quelque chose était déjà en train de changer. Le premier signe est apparu pendant les répétitions. Le set de Bocelli a commencé à s'étirer. C'était ici. Ce qui devait être un solo de 20 minutes s'est progressivement allongé. Plus de chansons. Des intros plus longues, des anecdotes personnelles entre les morceaux. Rieu s'est adapté, bien sûr. Il l'a toujours fait. Mais lorsque le dernier spectacle fut diffusé et que la presse en parla, ce fut clair. C'était la soirée de Bocelli.
Les gros titres mentionnèrent à peine Rieu. Les réseaux sociaux ont fait l'éloge de Bocelli. Presque toutes les photos le présentaient au centre de la scène. Rieu, pourtant hôte et chef d'orchestre, était passé au second plan. Il n'a pas réagi violemment. Il ne s'est pas plaint. Mais en privé, ses proches ont dit qu'il se sentait dégoûté. Lorsqu'une voix monopolise la scène, se dit-il plus tard, les autres se taisent. Cette collaboration, bien que visuellement magnifique et musicalement riche, ne fut jamais renouvelée. Bocelli continua de tourner à travers le monde en solo. Rieu est discrètement revenu au rythme qu'il connaissait le mieux, créant des spectacles célébrant tous les acteurs sur scène, et pas seulement une star. À ce jour, Rieu n'a jamais critiqué Bocelli publiquement. Il n'y a pas de querelle. Mais lorsqu'on lui demande pourquoi ils ne se sont jamais retrouvés, sa réponse est révélatrice. La scène est assez grande pour accueillir tout le monde, à condition de penser à la partager. Ce spectacle unique lui a appris une leçon intemporelle. Pourquoi il est resté silencieux jusqu'à présent? Pendant des décennies, André Rieu a porté ses histoires en silence, tandis que d'autres s'en prenaient violemment à lui en interview ou faisaient la une des journaux avec leurs ragots en coulisses. Rieu souriait toujours, remerciait toujours le public, gardait toujours son orchestre concentré sur la joie, non sur le drame. Mais derrière cette personnalité chaleureuse se cachait un homme qui avait été profondément déçu plus d'une fois. Il avait toutes les raisons de parler plus tôt. The Tries on the Hailey Westenra, les fuites dans la presse concernant Russell Watson, les conflits d'ego avec Marine et Bocelli. Mais il ne l'a pas fait. Car pour Rieu, maintenir la paix était plus important que de prouver son point de vue. « Je pensais que le silence était synonyme de dignité », a-t-il dit un jour. Mais parfois, le silence n'est que peur. Aujourd'hui, à 75 ans, quelque chose a changé. L'âge amène à la réflexion et l'héritage prime sur les applaudissements. Lors de Roche Récentes interview, Rieu s'est enfin confié. Non pas pour dénoncer, mais pour rétablir la vérité, pour expliquer pourquoi certains chanteurs ne sont jamais revenus, pour offrir une certaine honnêteté aux fans qui l'ont suivi pendant des décennies. Ses confessions n'étaient pas pleines de colère. Elles étaient douces, voire émouvantes. Il ne les qualifiait pas d'ennemis, mais d'occasions manquées, de collaborations qui auraient pu être belles si l'ego n'avait pas pris le dessus. André savait que certains seraient surpris. Certains fans seraient déçus d'apprendre la vérité sur leur star préférée. Mais il se fichait du choc. Il se souciait de tourner la page, de se libérer du poids d'années passées à faire comme si tout était parfait. « Ce n'est pas une vengeance », dit-il doucement. « C'est juste du soulagement. » Pour la première fois, il laissait la vérité partager la scène avec lui et le silence qui protégeait autrefois les autres le protégeait enfin. Ce que tous les 7 avaient en commun. Une fois les noms enfin dévoilés, Katherine Jenkins, Sarah Brightman, Anna Netrebko, Hailey Westenra, Russell Watson, Carlos Marín et Andrea Bocelli. Il est devenu évident qu'André Rieu ne s'en prenait pas à des moments isolés, mais révélait une tendance. Il ne s'agissait pas de conflits ponctuels ou de désaccords créatifs, mais de signes de quelque chose de plus profond, d'une fracture récurrente entre l'ego et l'ensemble. Chacun des 7 artistes possédait un immense talent. Cela n'a jamais été remis en question. Mais pour Rieu, le talent n'était jamais tout. En fait, c'était souvent le moindre des problèmes. Le véritable problème résidait dans le comportement, la façon dont on se présentait en dehors de la scène, la façon dont on traitait l'orchestre. Le respect de la musique au-delà de son propre moment sous les projecteurs. Au fil des ans, ces collaborations ont échoué non pas à cause de notes ratées, mais à cause d'un mauvais timing, d'un manque de confiance et d'une ambition débridée. Rieu valorisait l'harmonie dans tous les sens du terme, non seulement sonore, mais aussi spirituel. Quand quelqu'un se présentait en exigeant des solos plus longs, en contrôlant la couverture médiatique ou en considérant les répétitions comme des obstacles plutôt que comme des opportunités, cela perturbait cette harmonie. Le talent ne suffit pas sans la grâce, a-t-il un jour confié à un jeune chanteur en coulisses. Cette phrase, répétée par les musiciens de son entourage, est devenue une sorte de mantra silencieux. C'est pourquoi Rieu a refusé de dénoncer publiquement pendant si longtemps, car le problème n'était pas toujours l'artiste, mais la culture qui laissait libre cours aux égos démesurés. Même le public le ressentait. Il sentait quand une performance était décalée, non pas dans le tempo, mais dans le ton. Quand le spectacle ressemblait plus à une bataille de marques qu'à une célébration musicale partagée. Et quand Rieu s'est enfin manifesté pour nommer sa douleur, ce n'était pas pour la blâmer, c'était pour enseigner, pour faire comprendre aux jeunes artistes que la musique est importante, mais que la façon de la porter l'est tout autant.
Des fils conducteurs se dégageaient des 7 noms. Un mépris pour l'orchestre, une obsession de l'image plutôt que de l'impact, et une réticence à se fondre dans l'équipe. Et peut-être le plus révélateur, chacun d'entre eux est parti non pas avec éclat, mais avec une absence discrète. Plus d'invitations, plus de collaborations. Juste une porte qui s'est lentement refermée et est restée ainsi. Ce n'étaient pas seulement des mauvais choix, c'étaient des récits édifiants. Ed Rieu, désormais libéré du poids du temps et des attentes, leur a finalement dit de ne pas créer de drame, mais d'honorer ce qui avait été perdu. Les réactions des fans explosent en ligne. Lorsque les confessions discrètes d'André Rieu ont été rendues publiques, Internet s'est enflammé. Pour un homme connu pour ses mélodies paisibles et sa présence paternelle, ce nouveau chapitre a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les réseaux sociaux n'ont pas seulement réagi, ils ont explosé. Les fans qui le suivaient depuis des années étaient stupéfaits. Nombre d'entre eux ignoraient la tension qui se cachait derrière ces vidéos de concerts enjoués et ces robes de bal fluides. Sur Facebook, ces auditeurs de longue date ont publié des extraits de concerts passés, zoomant sur les moments où certains artistes semblaient déconnectés, distraits ou légèrement décalés. Soudain, de vieilles images ont été analysées comme des preuves judiciaires. Sur Reddit et Twitter, les théories ont fusé. Était-ce la raison pour laquelle Hayley Weston avait disparu si vite? Un message disait « Sarah Brightman a-t-elle vraiment remixé le Danube bleu contre la volonté de Rieu ?» Les fils de commentaires ont débordé de centaines de réponses, tandis que les fans tentaient de reconstituer des chronologies, des rumeurs en coulisses et des interviews qui semblaient autrefois anodines. Certains fans se sont empressés de défendre leurs idoles. Les partisans de Katherine Jenkins et d'Andrea Bocelli ont vivement réagi, soulignant l'absence de retombées publiques, le succès continu des deux chanteurs et la possibilité que le point de vue de Rieu ne soit qu'un aspect d'une histoire complexe. D'autres, en revanche, ont salué l'honnêteté de Rieu. Il a enfin dit ce que tant de chefs d'orchestre n'osent jamais dire. Un commentaire sur YouTube disait « Les réactions les plus déchirantes sont venues de ceux qui se sentaient déchirés, de ceux qui adoraient à la fois Rieu et les artistes qu'il citait. J'ai grandi en écoutant Hayley et André. Un fan a écrit « Ça fait mal d'entendre ça ». Mais c'est aussi logique. On ressent la tension maintenant, en le revoyant. Au milieu de tout cela, Rieu est resté calme. Il a publié un court communiqué affirmant « Ce n'était pas une vengeance, juste un soulagement ». Il a précisé que son objectif n'était pas de ternir l'héritage de qui que ce soit, mais de dire la vérité sur ce qui s'était passé et pourquoi. Il a également souligné que ses réflexions ne provenaient pas de l'amertume, mais de décennies de dissimulation. Et malgré la vague de spéculation, il n'a jamais donné de détails explicites sur chaque retombée. Les noms étaient clairs. Les histoires restaient indiscrètes. Ce choix conférait aux révélations une étrange puissance, non pas dans ce qui était dit, mais dans ce qui était sous-entendu. Le débat en ligne n'a pas cessé. Les forums continuent de s'animer. Les fans débattent, défendent et décortiquent. Mais malgré tout cela, une chose est devenue claire. Le maestro, à 75 ans, avait accompli quelque chose d'inédit. Il avait humanisé le mythe. Derrière le smoking et la valse se cachait un homme blessé, qui avait attendu et qui avait enfin choisi son moment pour se faire entendre. Et le monde de la musique, comme son public, n'eut d'autre choix que d'écouter. La fidélité à l'orchestre se renforça. Alors que l'onde de choc des révélations d'André Rieu se propageait dans la presse et les cercles de fans, un groupe se tenait silencieusement derrière lui. L'orchestre Johann Strauss. Ce n'étaient pas seulement des musiciens, c'était sa famille sur scène, dont certains avaient voyagé à travers le monde avec lui pendant plus de 30 ans. Ils avaient vu les bons spectacles, les mauvais et les chagrins qui les accompagnaient. Et quand il a enfin parlé, ils n'ont pas bronché, ils ont hoché la tête. Rieu a rassemblé son orchestre peu après la publication des interviews. Il n'a pas prononcé de grands discours. Il a simplement dit « J'aurais dû te protéger davantage ». Cette phrase, selon un violoniste, retentit plus fort que tous les applaudissements qu'ils avaient jamais entendus. Nombre d'entre eux savaient déjà la tension créée par ces invités. Ils avaient ressenti le frisson lorsqu'Anna Netrebko les avait à peine regardés. Ils avaient remarqué la frustration suscitée par les changements incessants des horaires de répétition de Russell Watson. Ils se souvenaient des silences gênés après l'échec de la collaboration avec Il Divo. Mais ils n'avaient jamais entendu Rieu admettre l'impact émotionnel, jusqu'à maintenant. L'orchestre a réagi non pas par un jugement, mais par un soutien. Un violoncelliste se serait levé et aurait déclaré « Nous avons toujours su que vous nous soutiendriez. Maintenant, tout le monde le sait aussi. »
Ce sentiment a résonné dans tout le groupe. Des années de frustration silencieuse ont été mises en lumière, et cela a apaisé l'atmosphère au sein du groupe. And in turn, des changements ont commencé à se produire. Un nouveau code de conduite fut instauré, axé non seulement sur le professionnalisme, mais aussi sur le respect, la communication et l'humilité. Les auditions des futurs collaborateurs incluaient désormais des évaluations subtiles de la personnalité, et non plus seulement des compétences. Rieu lui-même commença à assister plus fréquemment aux premières répétitions, vérifiant non seulement les notes, mais aussi l'ambiance. Il n'y eut ni chasse aux sorcières, ni amertume, juste une compréhension commune que l'orchestre était primordial, et quiconque montrait sur scène se devait d'honorer cet espace, non seulement avec talent, mais aussi avec grâce. Dès lors, les concerts de Rieu furent différents, plus intenses, plus unifiés. L'orchestre, qui ne jouait plus derrière lui, jouait désormais avec lui. Un subtil changement qui apportait une nouvelle magie à la musique et à chaque représentation. Même lorsqu'ils ne le disaient pas à voix haute, on le ressentait. La loyauté était devenue leur plus grande force. De nouvelles règles pour les futurs invités. André Rieu n'était pas rancunier, mais il a appris. Et après tout ce qu'il avait vécu, des exigences de diva aux trahisons silencieuses, il décida qu'il était temps de protéger l'espace qu'il avait construit. Discrètement, mais résolument, un nouveau règlement fut rédigé pour tous les futurs collaborateurs. Les directives étaient simples. Mais femmes, pas de demande d'éclairage particulière. Pas de changement de setlist de dernière minute. Pas d'équipe de presse en coulisses sans autorisation. Mais plus que des règles, c'était un nouvel état d'esprit. Tous les artistes invités passent désormais un type d'audition différent. Il ne s'agit pas seulement d'une question de tessiture vocale ou de présence scénique, mais aussi de caractère. Rieu rencontre personnellement chacun d'eux, écoute, observe et pose une question qui guide sa décision. Cette personne respectera-t-elle la famille que j'ai bâtie? Il a également réintroduit le mentorat, mais uniquement avec les jeunes artistes qui font preuve d'humilité et d'une volonté de s'intégrer plutôt que de se démarquer. Fini le temps où l'on courtisait les grands noms pour vendre des billets. Désormais, il s'agissait de valeurs partagées. En coulisses, l'ambiance a également changé. Le personnel. Les machinistes et les musiciens se sentaient plus détendus et plus concentrés. On ne murmurait plus que quelqu'un était trop exigeant ou froid avec l'orchestre. Le stress avait disparu et cela se voyait sur scène. Rieu a également commencé à utiliser sa plateforme pour s'adresser plus directement aux jeunes musiciens. Lors de masterclasses et d'interviews, il a commencé à mettre l'accent sur le côté humain de la musique. La confiance. Le timing et le tempérament comptaient autant que la technique. Le talent sublime la musique, l'ego la détruit, a-t-il déclaré dans une vidéo rapidement devenue virale. Cette phrase est devenue une sorte de devise pour ces dernières années. Ces nouvelles règles ne visaient pas le contrôle. Elles visaient la liberté. La liberté de créer sans tension. La liberté de répéter sans drame. La liberté de jouer sans se demander ce qui pourrait mal tourner en coulisses. Et pour Rieu, désormais au crépuscule de sa carrière, cette liberté signifiait tout. À 75 ans, la transformation finale. L'André Rieu, qui s'asseyait avec les journalistes à 75 ans, était un homme différent de celui qui dansait des valses au début des années 90. Il portait toujours le même smoking sur mesure, souriait toujours à chaque rappel. Mais il y avait quelque chose d'autre dans sa voix désormais. Clarté. Il n'était plus seulement un artiste. C'était un homme qui en avait trop vu pour se taire. Je ne me soumets plus aux applaudissements. Je construis pour laisser un héritage, a-t-il déclaré doucement lors d'une conversation en coulisses. Et c'est exactement ce qu'il a commencé à faire. 16 concerts, autrefois grandioses et festifs, prirent une tournure plus personnelle. Il s'adressait davantage au public, racontait des histoires, le laissait entrer. La musique était toujours joyeuse, mais elle avait désormais des nuances. On ressentait le poids de ce qu'il avait porté et la légèreté de s'en débarrasser enfin. Sponsors, journalistes et même d'anciens sceptiques ont commencé à le remarquer. Son honnêteté n'a pas nui à sa réputation. Cela l'a élevé. La presse a qualifié cette période de rédemption, non pas parce qu'il avait besoin de pardon, mais parce qu'il s'était enfin pardonné. Il n'y avait pas d'histoire de vengeance, pas de contre-attaque, juste la vérité, une vérité humaine et douce, et le public a répondu présent. Les concerts se sont vendus plus vite. Les lettres de fans ont afflué. Ceux qui ne le voyaient autrefois que comme un charmant showman ont maintenant vu la profondeur de son talent. Il n'était pas parfait. Il n'a jamais prétendu l'être. Mais à 75 ans, André Rieu était enfin complet. Un artiste qui avait survécu aux guerres d'ego de l'industrie musicale,
sa dignité intacte et son orchestre toujours à ses côtés. La vraie musique élève les cœurs. Elle ne meurtrit pas les égos, a-t-il déclaré sur scène lors de son concert anniversaire. Et tandis que la note finale résonnait dans la nuit, on aurait dit plus qu'un simple mot de clôture. C'était comme une promesse, non seulement pour le public, mais aussi pour la musique elle-même. À 75 ans, André Rieu a choisi l'honnêteté plutôt que l'harmonie et s'est enfin libéré du silence. Son héritage ne se limite plus à la musique. C'est une question de vérité. Si vous avez été surpris, choqué ou ému, cliquez sur « J'aime ». Partagez votre avis ci-dessous et abonnez-vous. D'autres histoires inédites vous attendent. Et ce n'est que le début.